Ici Lucas Marchand, je viens de tourner une interview avec Thomas Veillet, on a fait ça avec l'application Zoom. La qualité était vraiment mauvaise, on a hésité à vous la publier. Finalement, on s'est dit que ça pourrait intéresser certains d'entre vous, donc on la publie quand même. Vous verrez que le son est vraiment pas bon, que l'image est pas terrible. On a décidé de la mettre quand même en ligne parce que l'interview est vraiment intéressante. Donc je vous invite à la regarder. Si la qualité n'est pas assez bonne pour vous, passez votre chemin. Sinon, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à nous laisser un pouce si ça vous plaît et à vous abonner à la chaîne. J'espère qu'on se reparle bientôt. Thomas Veillet devrait venir nous rendre visite prochainement et on vous fait une nouvelle vidéo, une nouvelle interview avec une qualité top. Merci encore de nous suivre et je vous dis à très bientôt. Ok. Thomas Veillet, bonjour. Merci d'être là sans vraiment être là. Ah, mais je suis toujours là sans vraiment être là. C'était un esprit avec nous autres les investisseurs, j'imagine, pendant tout ce confinement. Ouais, on a parlé beaucoup de ça, effectivement. Ouais. C'est quoi la mentalité des investisseurs en ce moment? Comment ils ont réagi pendant ce dernier mois? Les gens avec qui tu as parlé et tout ça? En fait, je crois on a passé par plusieurs étages. Je crois que c'est un peu comme dans un deuil. Il y a une espèce de phase de déni parce que finalement, après tout ce qu'on a pris dans la figure au mois de mars, on s'est dit que, eh bien, c'était terminé, qu'on n'allait jamais s'en sortir. C'est toujours un peu cet état psychologique qu'on vit en fin de crash, où les gens capitulent en fait, où ils admettent finalement que ça ne marchera plus, que la machine elle est cassée et puis que ça fonctionne plus comme avant. Et en fait, tout d'un coup, on a commencé à remonter. Donc, on a aussi eu cette phase de non, mais c'est pas possible, ça peut pas remonter comme ça. Et en fait, oui, c'est possible. Et en fait, c'est là où ça commence à poser problème parce on est parti de rien. Et un mois plus tard, fin du mois d'avril, on se retrouve avec des rebonds de 30% sur certains indices. On a eu le meilleur mois d'avril depuis 82 ans. On n'a jamais vu des trucs pareils. Alors qu'on est dans une situation quand même qu'on n'a jamais vue, jamais. En tout cas, on va dire, dans les 250 dernières années, on n'a jamais vécu ça comme ça. C'est quand même une situation économique atypique. On n'a jamais confiné autant de monde chez eux pendant autant de temps. Donc les impacts sont extrêmement difficiles à mesurer et à estimer d'ailleurs, puisqu'on ne sait vraiment pas comment les gens vont réagir ces prochaines semaines. Donc aujourd'hui, on rentre effectivement dans une phase assez atypique, mais je crois que y a des gens qui ont tendance à être facilement euphoriques, ce qui est mon cas souvent, où finalement on peut s'emballer avec un grand plaisir quand ça remonte comme ça. Et c'est clair que je préfère nettement voir les marchés qui remontent de 30% que les marchés qui baissent de 30%. Mais effectivement, quand on regarde un petit peu le tissu à l'intérieur du rebond, eh bien, on se voit que tout n'a pas rebondi, hein, clairement. Et que finalement, on se retrouve dans une situation où on se pose beaucoup de questions. On l'a vu par exemple, aujourd'hui, 20% du S&P 500 sont représentés par Microsoft, Facebook, Google, Apple et Amazon. 5 titres qui représentent 20% du marché américain. Donc, c'est juste hallucinant, à la fois hallucinant et à la fois pas surprenant, puisque finalement, on va dans une direction où j'ai l'impression qu'on a la recherche de cette fameuse World Company, comme les guignols de l'info voulaient l'inventer à l'époque ou l'avait inventé à l'époque. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les gens sont un peu dans cette question de se dire est-ce que ce rebond est pour de vrai et il va durer et que finalement, le bear market, c'est fini, c'est un nouveau bull market, on est reparti pour 3, 4, 5 ans, 10 ans de cycle de bull market. Ou est-ce que c'est juste ce qu'on appelle un bull trap, finalement, où les gens se disent ouais, c'est bon, il faut y aller, puis là, on va s'en prendre une derrière et remettre tout le monde d'accord. C'est un peu la situation dans laquelle on est un peu. J'ai l'impression qu'avec le basculement au mois de mai, avec le déconfinement qui arrive, il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions de savoir est-ce qu'on n'est pas au pivot de quelque chose, à savoir soit on continue, mais pour des bonnes raisons, pas des raisons de plan de soutien, etc. Est-ce qu'il y a des raisons fondamentales qui justifient ça, ou alors est-ce qu'on prend conscience qu'on a peut-être un petit peu pricé trop de choses trop vite et que l'économie elle-même ne va pas repartir aussi vite? Mais c'est vraiment ça qui est étonnant dans ce rebond, c'est que bon, déjà tu disais que tu as vu des investisseurs avec qui tu as parlé qui étaient vraiment dans la phase de capitulation. Mais généralement, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que cette phase de capitulation, elle arrive plus tard. Mm-hmm. Que là, on a eu ce rebond technique qui est venu très vite, très fort. Et j'ai pas vu en fait beaucoup de monde. En fait, je crois que j'ai vu personne dire que ce rebond c'était le nouveau bull market. Et c'est là que je suis vraiment étonné parce que beaucoup d'experts disent oui, mais je, c'est un rebond, il est un peu plus long que prévu, il est un peu plus fort que prévu, mais il faut faire
Et ils nous disent aussi beaucoup d'experts ont dit que c'était le bull market et que c'était la reprise en V. Mais en fait, je n'ai pas vu beaucoup d'experts dire ça. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on est dans une phase dangereuse, mais pourtant, encore aujourd'hui, le CAC 40 et tout à l'heure, je pense que les indices américains vont ouvrir à la hausse et ça ne cesse de me surprendre. Je ne sais pas quel est ton point de vue par rapport à ça. Bah, effectivement, je pense que d'abord, il faut remettre l'église au milieu du village. Un bear market, ça se déclenche quand on perd 20% depuis les plus hauts du marché. Un bull market se déclenche quand on reprend 20% depuis les plus bas. Donc après, on peut le dire comme on veut, on est rentré dans un nouveau bull market. Point. Ça, c'est la réalité des choses. Après, dire oui, mais c'est un bull market, mais ce n'est pas un vrai. Il n'y a pas dans la théorie, j'ai jamais vu, lu et entendu que finalement, on avait ces côtés où il y avait des bull market à moitié, et des bull market pour de vrai et des bull market pour de faux. C'est un bull market. Peu importe comment il se présente, est-ce qu'il va durer 3 jours, une semaine ou 10 minutes, j'en sais foutrement rien. Mais globalement, c'est un bull market, comme c'était un bear market au fond du trou tout à l'heure. Enfin, la semaine dernière, le mois dernier. Donc, ce qu'il faut retenir pour moi aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la première chose à retenir concrètement, c'est que finalement, les gouvernements, les banques centrales sont toutes intervenues au même moment, de manière conjointe, de manière massive, et ça ne s'est pas fait à coup de petits bricolages. Si on fait une parenthèse sur les années 2008-2009, quand on a eu la crise des subprimes, quand les banques centrales ont commencé à intervenir, ils ont fait ça petit à petit. Ça a été vraiment… on met les pieds dans l'eau, on ne connaît pas vraiment la température, on va voir comment ça se passe, et puis peut-être après, on va continuer. La réalité, c'est que finalement, ils ont fait ça petit à petit. Ça a fonctionné effectivement sur le long terme, puisqu'on a vécu 10 ans de market, mais ils ont fait ça petit à petit et le marché a hésité au début et s'est posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, ils ont vu qu'on avait un problème massif. Ils ont lancé des plans de soutien massifs, tout azimut, que ce soit pour les PME, que ce soit pour les grosses entreprises. Maintenant, ils continuent à soutenir finalement les grandes entreprises qui sont en difficulté, les airlines par exemple, dans certains pays. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où finalement, il y a eu une réponse massive, claire et nette, et c'est ce qu'on avait besoin. Parce que s'ils n'avaient pas réagi aussi rapidement, on peut quand même leur laisser ça, même si j'adore critiquer les gouvernements, on peut quand même leur laisser ça. Je pense qu'ils ont fait une réponse massive et constructive ensemble. Après, il y aura toujours des esprits chagrins qui diront oui, mais finalement, de faire ça, ce n'est pas une bonne idée parce que à la fin, ce n'est pas la véritable économie, c'est une économie qui est manipulée. Soit. Enfin, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et ils ont répondu de la bonne manière. On a vu des flots de liquidités hallucinants arriver. On a vu que finalement le soutien serait là. On voit encore aujourd'hui au niveau des discussions et des discours des banquiers centraux que finalement on est positif et qu'ils seront là. Ils seront toujours là pour nous. Ils l'ont dit. La semaine dernière, ils ont parlé. Et quand on écoute Lagarde et quand on écoute Powell, ils ont dit oui, ce sera compliqué, mais on sera là. Donc, quelque part, ça vous donne une espèce de put de banque centrale de protection. La seule problématique qu'on a aujourd'hui, c'est on dit toujours que finalement le marché boursier est le reflet de l'économie réelle et aujourd'hui, on peut se poser des questions par rapport à ça. Oui, peut-être que c'est le reflet de l'économie réelle, mais j'ai quand même 2-3 doutes sur ces dernières années. Mais par contre, ce qu'on peut se demander aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va réagir quand dans 2 semaines ou même peut-être à la fin de la semaine avec les chiffres des non-farm payrolls, on va se rendre compte que c'est quand même compliqué et que le recovery ne va pas se faire à la vitesse de la lumière. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis très positif sur l'avenir parce que je pense qu'on va s'en sortir, parce que je veux qu'on s'en sorte et que ça ne fait aucun sens de parier sur le fait qu'on va tous mourir et puis que c'est foutu. Sinon, on arrête tout de suite. Donc, je pense qu'on va s'en sortir. La question, c'est quel sera le chemin que l'on va emprunter pour retourner au plus haut historique et dans combien de temps? Et aujourd'hui, on est en train de se dire, oui, alors ça va bien se passer parce que les banques centrales nous soutiennent, c'est super. Donc, entre le 23 mars et le 5 mai, eh bien, on rebondit 35%, grosso modo. Ce n'est pas l'image de ce qui va se passer. Le 11 mai, les gens vont ressortir, ils vont commencer à consommer, mais pas comme avant, pas au même rythme qu'avant. Alors, ils vont pas, j'expliquais l'autre jour à quelqu'un, ils ne vont pas demain se jeter à la station d'essence, faire le plein, oui, parce qu'on n'a plus roulé depuis 5 semaines, soit, mais vous n'allez pas faire 10 fois le plein en arrivant à la station d'essence le lundi matin, puis vider le réservoir au fur et à mesure. Vous allez consommer ce que vous avez besoin de consommer. Donc, il y a quand même un rattrapage à faire qui va prendre du temps. Les gens ont aussi appris de ce qu'ils ont vécu, donc ils vont se dire, bon, on va quand même la jouer profil bas, parce qu'aujourd'hui, si on a
pire des cas, un redémarrage de l'épidémie et un reconfinement au milieu du mois de juin, alors là, c'est la fin du monde. Là, on va avoir des sacrés problèmes. Par rapport à ça, je pense qu'aujourd'hui, les gens on a été très vite en besogne et peut-être trop vite. Donc, moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que quand on va prendre conscience dans les semaines qui viennent que finalement, oui, recovery, il y aura, mais peut-être pas au rythme du marché, simplement à un rythme économique normal, au rythme de l'être humain. On voit qu'on a 30 millions de demandeurs d'emploi aux États-Unis, c'est monstrueux. Ces 30 millions de nouveaux chômeurs qui sont arrivés en l'espace de quelques semaines, ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Le 12 mai, ils ne vont pas tous retourner au boulot, ça va prendre du temps. Sans côté qu'il y a peut-être une nouvelle manière de fonctionner qui va se mettre en place. J'entends des entreprises qui n'étaient pas forcément pour le télétravail, qui aujourd'hui se disent finalement ça marche aussi bien. On voit des entreprises où ils étaient à 10 ou 15 000 employés, ils en ont mis 2 000 ou 3 000 au chômage partiel et l'entreprise, elle a fonctionné. Ils vont se dire mais pourquoi je les engage ces 2 ou 3 000 ? Parce que ça fonctionne quand même, ça me baisse mes coûts et on repart dans une logique. Voilà. Et donc, j'ai un peu peur que quand on va se rendre compte finalement que cette logique se produit, que l'économie ne repart pas aussi vite qu'on veut et que les demandeurs d'emploi ne se réduisent pas autant qu'on aimerait, on va se dire, ah ouais, d'accord, donc oui, ça va remonter, mais ce sera plus un recovery long et difficile qu'un V-shape recovery comme le marché l'a monté. Donc, si on veut dire qu'il y a une espèce de parallèle, on n'est jamais sûr de rien, bah, je pense que le marché, à un moment donné, va devoir revenir pour repartir, tout simplement. Je pense que là, on est peut-être en train de mettre la charrue avant les bœufs. Et on l'a fait, c'est un grand classique des marchés boursiers, on adore faire ça. Et je pense qu'on a mis la charrue avant les bœufs et aujourd'hui, on va devoir essayer d'ajuster tout ça. Donc la question, c'est que vaut le marché aujourd'hui par rapport à ce qu'il y a déjà dans les prix? Et je pense que peut-être que pour être confortable, ce serait peut-être 10% plus bas. Voilà, ça tombe bien parce que ça correspond pile poil avec le niveau des 2500 sur le S&P 500 où il y a juste 2 gaps, 2 trous qui se sont dessinés ces derniers temps et on dit que c'est jamais très bon de laisser des gaps derrière nous, donc faisons le nettoyage une fois pour toutes pour reconstruire dans ce sens-là. C'est le scénario le plus idéal qui pourrait se produire, un pullback, un retour en arrière temporaire et redémarrer. Là, je pense qu'on est en train de pricer le fait que les gens vont délirer. Alors, ces prochains temps dans les magasins. On a vu l'autre jour, on a largement assez commenté ces 3 heures de queue au McDonald's parce qu'ils ont réouvert les drive-in. Il y a 2 semaines, on nous disait oui, il faut changer de manière de consommer parce qu'au confinement, on a appris plein de trucs. Pouf, ils rouvrent les McDo, les mecs ils vont faire 3 heures de queue pour manger un Big Mac pourri, quoi. Donc, on peut se poser des questions par rapport à ça et je pense qu'il y aura des conséquences dans ce sens-là. Et cette logique de consommation me fait dire que peut-être il y aura effectivement des aberrations. On l'a vu quand les Chinois sont sortis, se sont rués chez Hermès et chez Louis Vuitton, claquer des montants hallucinants. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde non plus, mais une certaine catégorie de la population. Donc aujourd'hui, je vois mal un redémarrage en folie qui justifierait finalement un rebond de 35% aussi rapide. Il y aura des conséquences. Je lisais des articles l'autre jour dans des journaux de médias américains où les experts estiment que sur les 30 millions de jobs qui ont été détruits, 15 millions sont perdus pour toujours. Donc, ces 15 millions-là, il faudra les recréer d'une manière ou d'une autre, mais il faudra les recréer, sinon on va avoir un problème, grosso modo. Mais voilà, c'est un peu l'image de ce que le marché me représente aujourd'hui. On a été comme souvent trop vite, trop fort, comme à la baisse. On a toujours ces phases d'exagération finale avant de se dire, ouais, non, mais attends, 2 secondes, restons calmes. Mais là, ce rebond, il est quand même assez long parce que ça fait bien 2 à 3 semaines que le discours que tu me tiens là, j'entends beaucoup. Et moi-même, je l'ai tenu d'ailleurs encore la semaine dernière. Et là, ce matin, j'étais de nouveau, comme je t'ai dit, surpris par la forte tenue des prix. Je viens me demander qui a été pris. Est-ce que tu as une vue là-dessus? On sait que les particuliers se sont rués en bourse au mois de mars. Est-ce que ça peut avoir un impact? Vu que la majorité des experts macro sont plutôt pessimistes, qui est encouragé à acheter finalement? Aujourd'hui, on a encore beaucoup de cash dans le marché. Et je pense que ce cash-là fait qu'il y a encore des gens qui profitent de racheter. Il ne faut pas oublier non plus que
étant ceux qui avaient de l'argent cash, et je l'avais dit déjà avant la baisse, qu'il y avait quand même beaucoup de cash qui était encore là, les gens se sont dit, bah, c'est l'occasion ou jamais de sauter dedans. Il ne faut pas oublier non plus qu'au fond du trou, la Fed baisse les taux à zéro, le rendement obligataire aujourd'hui, c'est nul. Il n'y a pas un bond qui tient la route dans des monnaies à peu près logiques, à moins d'aller taper sur des sociétés compliquées dans les emerging markets. Et bah, les gens se sont dit, bah, soit je laisse mon cash à la banque qui ne me rapporte rien, voire moins que rien, soit je me lance et puis j'achète des actions. Donc il y a ces flux de cash qui sont arrivés. Il y a aussi le fait que bah, ceux qui se sont fait démonter pendant la période de baisse, bah, ils ont essayé de récupérer dans la période de hausse, donc ça génère aussi des flux de cash derrière. Il ne faut pas oublier qu'il y en avait qui étaient short, donc ils ont aussi généré ce rebond derrière. Et aujourd'hui, bah, on a quand même toutes les 5 minutes un gouvernement ou quelqu'un qui vient nous dire oui, c'est bon, on est avec vous. Donc il y a ce soutien, cette espèce de protection réelle. Pour moi, la seule chose qui peut faire changer la mentalité, c'est maintenant qu'on est en train de prendre conscience que les chiffres économiques dont on se fout totalement depuis 5 semaines, tout d'un coup, on commence à les regarder. Ça a commencé la semaine dernière. On a vu que, ah ouais, 30 millions quand même au niveau du chômage des États-Unis, ça ne va pas s'améliorer cette semaine. On a les non-farm payrolls qui viennent en fin de semaine. On commence à se rendre compte que ce n'est pas aussi simple. On voit aussi dans les résultats trimestriels des sociétés qui sont pas extraordinaire, mais on le savait, puisque de toute façon, ils ont tous fermé pendant 1 mois et demi. Et puis, de l'autre côté, on se dit, bah oui, mais alors, quid de l'avenir? Et ils le disent tous, ils n'ont aucune idée. Ils ne savent pas où ils vont. Donc, on a quand même cette espèce-là, on rentre dans une zone très brouillard, un peu à l'image de ce que je vois autour de moi en ce moment. Et d'une fois qu'on sera dans cette zone de brouillard, on va se dire, OK, on va où? On va à tâtons. Et donc, des mauvais chiffres économiques, tout d'un coup, pourrait nous faire prendre conscience d'une certaine réalité en se disant que ce pic de chômage n'est pas forcément là pour durer 2 semaines, mais il peut durer aussi. Et ça fait le parallèle sur la consommation ou sur la consommation du pétrole. On a vu l'histoire du pétrole le mois dernier aussi, où tout le monde a commencé à paniquer à cause de la baisse du pétrole. Revenir sur l'affaire, c'était largement commenté. Mais aujourd'hui, tout le monde part du principe que c'est bon, le pétrole remonte, tout va bien. Mais aujourd'hui, la consommation mondiale de pétrole a chuté de 90%. Et aujourd'hui, on part du principe que lundi prochain, tout le monde va recommencer à consommer comme avant. Mais tout le monde, en admettant que tout le monde refasse le plein de sa voiture, c'est une chose. Mais les avions, ils ne vont pas revoler avant un moment. Les bateaux de croisière, ils ne vont pas naviguer avant la fin du mois de juillet. Donc, tous ces gros consommateurs de pétrole ne vont pas consommer. Pas encore. Donc, du coup, on ne va pas retrouver un niveau de consommation similaire à ce qu'on avait au mois d'avril ou au mois de mars même, début du mois de mars, fin du mois de février, avant quelques semaines, voire quelques mois, je dirais même plutôt quelques mois. Et donc, du moment où on va se rendre compte que ces mauvais chiffres économiques, ce n'est pas juste un blip sur l'écran radar qui va durer 2 jours parce que le marché a baissé, à un moment donné, on va quand même se poser des questions. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux me tromper, hein, évidemment. Aujourd'hui, le soutien est tel du point de vue des gouvernements et du point de vue des banques centrales qu'on peut imaginer qu'il n'y aura même pas de pullback et puis le marché va continuer à monter comme ça. Mais par contre, je pense que ce n'est pas sain, médicalement parlant, si je peux me permettre de parler comme ça, mais je pense que ce n'est pas sain qu'on se permette de monter comme ça sans vraiment… Si on monte trop vite, si on continue de monter, on va se détacher contre une réalité économique. À moins que je me trompe et qu'effectivement, à partir de la semaine prochaine, les gens consomment comme des fous et puis que les aéroports retournent à plein régime, ce qui m'étonnerait. Voilà. C'est un peu la situation qu'on a aujourd'hui. Ouais, en fait, je pense que ce dont on va avoir besoin, c'est d'avoir des chiffres, soit des résultats d'entreprise, soit des chiffres macroéconomiques qui correspondent à la phase de fin de confinement. À quoi ressemble l'économie une fois que les gens sont de nouveau au travail? Est-ce que les niveaux reviennent où ils étaient? Ce qui n'est pas très probable. Et c'est ça les premiers éléments factuels qu'on aura, parce qu'effectivement, au moment où on est en quarantaine ou en confinement, on sait très bien que l'économie s'arrête. Donc, ce n'est pas une surprise d'avoir une mauvaise nouvelle. Maintenant. Ouais. Donc, devoir faire si pessimiste comme ça me fait dire peut-être au prochain numéro Morning Bull, on pourrait l'appeler Morning Bear. Est-ce que ça t'irait? Non, exclu. J'ai des principes. Non, j'ai des principes, ça on ne peut pas. Non, il faut assumer ses convictions. Non, je
je me trouve, ce matin, j'ai fait une autre conférence call où je disais que si je devais prendre un pari aujourd'hui, je prendrais un pari plutôt short à court terme en jouant un repli de 10% pour pouvoir me reconstruire tout à l'heure, plus tard. Mais ça, c'est du trading. Si on fait de l'investissement long terme, bon, bah, on reste long. De toute façon, il n'y a pas de question à se poser puisque tout va repartir et puis tout va être génial. Je pense qu'encore une fois, la plus grosse problématique qu'on a aujourd'hui, c'est comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est effectivement, on a besoin d'avoir des vrais chiffres pour se baser sur une vraie réalité. Et donc, si on arrive, et je touche du bois, mais je pense que ça va fonctionner, à sortir de confinement et avoir un mois de visibilité avec une économie qui repart, on pourra se fixer des niveaux et commencer à construire de manière intelligente et avoir des vrais chiffres sur lesquels se baser. Et c'est à ce moment-là qu'on y verra un peu plus clair. Mais par contre, ça va prendre du temps. C'est aujourd'hui, on a anticipé beaucoup de choses. Et la difficulté que le marché va avoir, que les investisseurs vont devoir gérer, c'est de mesurer l'anticipation qu'on a fait et puis est-ce qu'on a été trop haut, trop vite et par rapport à ce qu'on va avoir comme chiffre. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, je pense que les chiffres des 6 prochaines semaines, ils vont être pourris. Et alors, on les a attendus, on les a pressés, d'accord, mais quand on verra que finalement, il y a un taux de recovery dans l'économie, mais qu'il est de 1%, 2% par mois, puis que nous, on a déjà anticipé et qu'on est à full power au mois de juin, je pense qu'à un moment donné, on va avoir des soucis de ce côté-là. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire, mais on est vraiment dans une zone grise, comme je disais avant, dans une espèce de brouillard, où on a besoin d'informations supplémentaires. Mais les informations, comme tu le disais, on va avoir besoin d'une certaine réalité finalement de fonctionnement de l'économie, mais on ne l'aura pas avant quelques semaines. Les chiffres économiques, on sait qu'ils sont pourris. Les chiffres des sociétés, on sait qu'ils sont cas un cas, pas trop mauvais, mais parce que tout le monde a révisé ses attentes à la baisse. Les prévisions des sociétés, ils n'en ont aucune parce qu'ils ne savent pas où ils vont, parce qu'ils n'ont pas de recul, et puis ils auraient bien tort de se foutre à l'eau en disant « ouais, ça sera bien ou ça ne sera pas bien ». Et donc, petit à petit, il y a toutes ces questions qui viennent se poser derrière nous et qui amènent le marché à s'interroger sur la suite. Et je pense que c'est là où on va avoir de la peine, c'est à trouver vraiment où on est, où nous sommes montés avec le marché aujourd'hui par rapport à la réalité économique. Et ça prendra du temps. Et aujourd'hui, nous, on aime bien savoir où on va, on aime bien être assuré, cagelé, soutenu. Et aujourd'hui, on rentre de nouveau dans une période d'incertitude qui va durer probablement quelques semaines, voire quelques mois, où on va vivre au rythme des élections américaines qui vont arriver inévitablement, des cycles pétroliers qui peuvent nous apporter encore pas mal de surprises ces prochains temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Trump qui est en train de se prendre la tête avec les Chinois parce qu'il estime que c'est à cause d'eux que le virus est arrivé, donc il veut les sanctionner. Vous autres dire que si on part sur une trade war pendant ces prochains temps, ça ne va pas ajouter à la confiance des marchés. Aujourd'hui, on est surconfiant parce qu'il y a surliquidité et puis qu'effectivement, il y a des flots incompréhensibles. Et tous les gens qui essayent aujourd'hui de jouer la baisse, pour ceux qui font vraiment du court terme, se retrouvent dans une situation où c'est très compliqué. Et on vend et puis on se fait couper parce qu'on est short et puis que le marché rebondit derrière et puis qu'il faut agir de nouveau. On ne peut pas se permettre de rester short parce qu'on voit qu'il est capable de monter à coup de 20% dans l'espace de quelques semaines. Donc, c'est des petits trades. Et aujourd'hui, il n'y a pas de suivi. Je pensais sincèrement que depuis la semaine dernière, on avait marqué un point et que le marché était en train de déconstruire quelque chose. Aujourd'hui, je me pose un peu plus de questions parce qu'effectivement, on voit que la moindre… J'écrivais la semaine passée dans une chronique, j'avais appelé ça « Les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles et les bonnes nouvelles sont des bonnes nouvelles ». Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a eu une petite phase de quelques jours où c'était un peu l'inverse. Et aujourd'hui, on dirait que ça repart comme avant et puis on se pose plus de questions. Aujourd'hui, on se dit oui, le pétrole, il monte, c'est génial, c'est super. Voilà, on est dans des phases absolument hallucinantes qui peuvent se reproduire, qui se reproduisent régulièrement. On les oublie, hein, toutes ces phases euphoriques, on les oublie, toutes les phases hyper négatives, on les oublie. Mais on a déjà vécu ce genre de choses et qu'aujourd'hui, le marché price, je ne sais pas quoi. Et c'est clair qu'aujourd'hui, la seule bonne nouvelle qu'on a, c'est que les banques centrales et les gouvernements sont à fond derrière nous et qui vont tout faire pour sauver le monde, façon de parler. Le seul danger qu'on a, à mon avis, qui pourrait tout foutre par terre, plan de soutien ou pas plan de soutien, c'est quand même le fait que si demain, enfin dans 3 semaines, on a un rebond monumental de la contamination et que ça repart comme on était au début du mois de mars, on va dire, alors là, je pense que je ne suis pas sûr que l'économie va se
remettre d'un deuxième dip de ce type-là, et si on devait repartir en confinement, ce serait catastrophique. Catastrophique pour la consommation, et là, je ne sais pas comment on s'en remettrait économiquement parlant. Je pense que là, on n'a pas encore pris toute la mesure des conséquences économiques que ça va avoir. Voilà, je ne veux pas être noir. Je pense que la situation qu'on est aujourd'hui, dans laquelle on est aujourd'hui, a été bien comprise, bien analysée, bien gérée, en guillemets, et bien réalisée par les gouvernements et les banques centrales. Ils ont fait ce qu'il fallait pour faire repartir le marché et soutenir l'économie. Maintenant, on va avoir le vrai bilan. Et comme je disais avant, je pense qu'on va avoir des surprises. On va avoir des surprises au niveau performance de certaines sociétés qui ont très bien fonctionné en télétravail. On va avoir un changement comportemental, peut-être, pour certaines sociétés. J'entends déjà, rien que moi, avec les gens avec qui je travaille, on fait beaucoup plus de téléconférences, on va beaucoup moins dehors, enfin, on va moins en ville. On n'a pas forcément besoin pour certains jobs qu'on fait. Enfin, moi, perso, le job que je fais, je pense que 95%, je peux le faire à distance. Donc, quelle raison d'avoir des bureaux? Quelle raison d'être en ville? Si on ne va plus en ville, si on va moins en ville, on consomme moins. Enfin, il va y avoir des conséquences peut-être sur le changement des gens au fur et à mesure. Et ça, on ne l'a pas encore complètement mesuré dans l'économie. Et de nouveau, c'est le nombre de personnes qui ont perdu leur job ou qui vont le perdre, parce qu'on voit ces temps, bon, ok, c'est des secteurs spécifiques, mais quand on regarde les compagnies aériennes, c'est 30 000 licenciements par là, 30% du management de United qui se fait foutre dehors, c'est 25 000 personnes chez Boeing. On jette les gens dehors, on va aller les rechercher certains, mais est-ce qu'on va les rechercher tous? Ou est-ce qu'on va rechercher la moitié parce que finalement, on arrive quand même à tourner? Est-ce que finalement, cette manière de fonctionner ne va pas finalement exacerber un certain capitalisme et puis dire, on n'a qu'à faire bosser les gens un peu plus? Et puis, sous la pression, ils vont quand même très bien travailler. Donc, on espère quelque chose de mieux, peut-être quelque chose de pire. Et puis, que l'économie va prendre plus de temps pour récupérer. Alors, je souhaite que ce soit pour quelque chose de mieux, bien sûr, mais par contre, je pense que ce qu'il faut faire attention, c'est justement le rythme de recovery et la transformation du tissu économique ces prochains mois. Qu'aujourd'hui, on peut bien sûr ne pas presser. Aujourd'hui, on a pressé ça comme des bourrins en se disant « Ouais, c'est bon, les banques centrales nous soutiennent, c'est bon, on part ». Et puis tout d'un coup, il va quand même à un moment donné falloir délivrer. Et on a eu la chance, les dernières années, quand la Fed nous soutenait ou la BCE nous soutenait, de délivrer un tant soit peu dans le tissu économique. Et aujourd'hui, comme on ne sait pas du tout où on va et dans quelle direction on va, ça pourrait donner lieu à quelques surprises. Par rapport au changement d'habitude, donc tu parlais notamment de téléconférences, des choses comme ça. J'entends beaucoup de gens qui disent que la société va changer, que ça peut impliquer des changements de stratégie, notamment dans le stock picking, le choix d'actions spécifiques qui seraient dans la bonne tendance. Je suis un peu sceptique là-dessus. Là, on est en train d'utiliser cette application qui s'appelle Zoom. On fait un énorme saut en bourse. Je me méfie un peu de ce phénomène. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu changes de stratégie? Les gens qui changent leur stratégie? Changer les stratégies d'investissement les situations qui nous poussent à changer. En fait, c'est le boulot d'un investisseur. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avenir est à la techno? Est-ce qu'aujourd'hui, l'avenir est au pétrole? Ils reconnaissent ça depuis toujours. Les changements d'habitude. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui jouent la thématique des changements d'habitude, ou des pharmaceutiques. Pas mal de choses. Aujourd'hui, de jouer ceux qui jouent la révolution, en guillemets, le combat contre le coronavirus. On joue des thèmes. Aujourd'hui. Changer l'allocation parce que l'économie va se transformer. Oui, bien sûr, mais bien malin qui pourrait me dire, moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment l'économie va se transformer. Parce que, en ironisant, j'ai plusieurs fois mentionné le fait de dire, oui, mais alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va manger local, on va cultiver notre propre potager, on ne va plus partir en vacances à plus de 500 km de la maison, on va manger qui rouvre le McDrive après. C'est pas un changement d'habitude, ça. Je veux dire, vraiment, ce n'est pas le truc qui m'a manqué le plus, le McDonald's. Donc aujourd'hui, je pense que pour entamer une révolution dans l'investissement, en se disant, je vais investir différemment parce que le monde va changer, il faudrait déjà savoir comment le monde va changer. Et puis, je ne veux pas être trop pessimiste, mais je pense que l'être humain, dans la difficulté, il est très fort pour dire, je vais faire des efforts.
on a tous connu le concept du 1er janvier. Et ouais, c'est bon, j'arrête de manger, puis j'arrête de boire, et puis je commence à faire du sport. Et puis finalement, le 5 février, il y a déjà une monstre soirée. Et puis finalement, on arrête de ne pas manger, on arrête de ne pas boire. Et puis finalement, le sport, on ira la semaine prochaine. Donc du coup, on a cette facilité de dire, ouais, on va changer. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qui était assez frappant durant ces 5-6 semaines de confinement, c'est que si on regarde sur Facebook, tout le monde est de gauche, tout le monde cultive ses propres légumes, tout le monde s'est mis à la cuisine. Voilà. Combien de temps ça va durer? Pas très longtemps. Parce que les gens qui se sont mis à la cuisine et qui se sont mis à changer leurs habitudes durant la période de confinement, quand ils vont commencer à faire 8h, 12h, 6h les transports publics, on revient à la même situation. Donc, à moins que tout ça se transforme radicalement, ce dont je doute que ça se fasse en 3 semaines, on va avoir les mêmes comportements qui vont revenir derrière. Et puis, il y a un film américain qui s'appelait Wall Street à l'époque, où il y avait une phrase célèbre qui est venue derrière qui s'appelait Greed is good. L'avidité, c'est bon. Eh bien, je pense que l'humain a quand même ce côté-là aujourd'hui. En parlant de finance, on ne parle que de ça. Eh bien, les gens parlent de partage et de changer les comportements, mais c'est bien si les autres changent leur comportement d'abord. Puis après, nous, on verra, on changera peut-être. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, les gens, si ça repart la même chose qu'avant, on voudra tous aussi avoir 2 PlayStation à la place d'une et puis se comporter comme on s'est comporté avant. Donc, j'imagine et j'ose espérer qu'il y aura des changements de comportement. Mais là, tout de suite, je ne sais pas sous quelle forme et comment ça va se produire. Grande question du jour. Mais c'est vrai qu'après, on peut envisager, mais on l'a déjà vu dans le confinement, parce que finalement, quand on regarde le confinement et on regarde un petit peu les titres qui ont bien performé, on a joué quoi? Le streaming avec Netflix, avec Disney, on a joué les jeux vidéo avec Electronic Arts et Activision, enfin toutes ces boîtes-là où on s'est dit, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'occuper à la maison. Donc, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'on était quand même tous censés être télétravail, et finalement, tout le monde a joué la thématique des loisirs à la maison, donc c'est pas tous dû bosser autant que c'était prévu. Mais globalement, c'est ces thèmes-là qui sont venus parce que le changement, il était là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens se disent, qu'est-ce que je peux jouer? Quels seront les changements? Alors, j'aimerais bien voir quels sont les thèmes qu'on aimerait jouer pour changer. Parce que, ne serait-ce que dans la nourriture, OK, on change, on va faire du bio, on va faire du local. Mis à part ne plus investir dans les boîtes de consommation de grande distribution, soit, parce que ça va peu marcher. Dans la fausse viande. Ça marche toujours bien, la fausse viande. Ça t'excite beaucoup, la fausse viande, toi? Moi, pas du tout, non. Allez, si je peux faire de l'argent avec ça, peut-être tu arriveras à me convaincre. Mais je suis sûr oui, mais faire de l'argent, c'est autre chose. Faire de l'argent, ça ne veut pas dire apprécier ce que tu manges. Moi, je veux bien faire de l'argent avec la fausse viande, mais la manger, je ne suis pas super intéressé. C'est personnel, mais c'est comme ça. En tout cas. Alors après, si on parle juste pour la petite anecdote, la fausse viande, c'est bien joli, mais si tout le monde se met à la fausse viande demain, je me réjouis comment on va gérer la problématique des céréales pour simplement transformer toute la chaîne céréalière en fausse viande. Parce qu'il faut quand même manger les trucs dedans et ce n'est pas du plastique à l'intérieur. Donc, il faut quand même trouver des solutions. Et on aura un autre problème. Et donc, il y aura de l'hyperspéculation sur les poids, sur les machins comme ça, parce que les gens vont se jeter sur des trucs qui… Il y a une anecdote par rapport à ça que je trouve absolument magique. Et je vais citer aujourd'hui parce que c'est l'occasion, mais puisqu'on parlait de bouffe et de McDo. Il y a quelques années en arrière, j'étais aux États-Unis et je rencontre un analyste qui connaissait très très bien McDonald's et qui disait, tu vois, l'exemple typique, c'est que McDonald's a développé, je parle de ça, il y a 20 ans en arrière, un dessert aux fraises. Donc, ils ont une division en Research and Development et ils cherchent des nouveaux menus en permanence. Et donc là, ils avaient développé un dessert aux fraises qui était fantastique et qui marchait très bien. Donc, ils ont commencé à le commercialiser sur la région de la côte Est aux États-Unis pour le tester. Et puis, ils se sont posé la question finalement, et vu le succès du produit, ils se sont posé la question de se dire, est-ce qu'on ne le lance pas mondialement, même titre que le Big Mac, ce genre de truc. Et en fait, ils ont fait des calculs et ils se sont dit qu'ils ont abandonné le projet de but en blanc et ils n'ont plus jamais vendu ce dessert aux fraises parce que s'ils le lançaient au niveau mondial, ils devaient acheter la totalité de la production de fraises au travers de toute la planète. Ça résume à peu près le concept de la fausse viande parce que si demain tout le monde bascule sur la fausse viande, on va avoir un autre problème par rapport à la production qui va derrière. Voilà. Il y a quand même un secteur qui, semble-t-il, selon un investisseur relativement expérimenté, a vu des changements fondamentaux suite à cette crise du coronavirus, c'est l'aviation.
Warren Buffett a annoncé ce week-end qu'il avait vendu toutes ses actions, vraiment toutes, de compagnies aériennes. C'est quand même un signal assez fort, j'ai trouvé, qu'il fasse ça avec une perte, je crois qu'il a essuyé quand même pas négligeable. Quel est ton avis par rapport à ça? Alors, Warren Buffett, sa citation principale, c'est j'achète que des actions que j'ai pas envie de vendre, j'aurais jamais envie de vendre. Il a jamais prétendu ne pas se tromper. Donc là, je pense qu'il s'est trompé. On s'est tous trompés, hein, parce que personne n'avait vu venir ce qui s'est passé, évidemment. Le transport aérien fait face aujourd'hui à un challenge énorme, de toute façon. Il est clair qu'aujourd'hui, il est probable que dans un premier temps, ce n'est pas les premiers qui vont commencer à ouvrir, que les mesures sanitaires à l'intérieur des avions seront différentes que ce qu'on connaissait avant, que si demain ils sont obligés de voler avec un siège sur deux plein, ça ne vaudra plus la peine. Donc ils font face à une problématique de restructuration et une manière de se comporter drastique. La question c'est, le coronavirus, quid du coronavirus, vaccin, pas vaccin, disparition définitive de ce virus un jour ou pas. Il y a plein d'enjeux qui sont à l'intérieur de ces compagnies aériennes qui sont liés à tout ça. Si demain on trouve un vaccin puis qu'on apprend que le coronavirus, ben, c'est terminé, puis basta, qu'est-ce qui va changer? On va devoir changer nos habitudes dans les avions de ligne parce que tout d'un coup il y a eu un épisode spécifique? Non, on va apprendre les mêmes habitudes. Simplement, c'est clair qu'aujourd'hui, les conséquences du secteur aérien vont être énormes. Je pense que certaines boîtes vont partir en faillite. Je pense qu'il y aura des consolidations. Je pense qu'il y aura des soutiens gouvernementaux. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et c'est clair que pour un investisseur comme Warren Buffett, qui lui parie sur le plan tranquille, je veux pas d'ennui, c'est pas forcément ce qu'il rêve dans son portefeuille. Alors, est-ce qu'il vend ça parce qu'aujourd'hui, il veut pas vivre cette phase de transformation qui pourra transformer quelque chose d'existant, quelque chose de différent, mais d'existant toujours? À mon avis, c'est plus dans cette direction-là. Je pense que sur le long terme, une fois qu'on aura rétabli cette crise de Covid-19, après, de nouveau, la question, c'est comment on établit le pré-coronavirus et comment on va reprendre ces comportements. Les aériennes resteront des compagnies aériennes. Je veux dire, là aussi, je regardais une émission l'autre jour sur une chaîne française. Ils interrogeaient les gens et leur disaient qu'est-ce qui vous ferait quand vous serez sorti de confinement? Ah, je prends un avion et je pars à l'étranger. Donc là aussi, c'est pas en train de se dire oui, je vais aller faire mes vacances dans le Cher, en France, parce que ce sera sympa de voir les choses différemment. Non, les gens ils veulent repartir vite, loin, de nouveau. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a inventé un moyen de se déplacer qui est fabuleux, qui est l'avion. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse imaginer s'en passer. Qui se change et que l'industrie se transforme et que pendant 2 ans ou 3 ans, on n'ait pas de visibilité par rapport à ça, je comprends qu'on n'ait pas envie de participer à ce genre de choses. Moi, je serais plus enclin aujourd'hui à essayer d'acheter plutôt des compagnies, des fabricants d'avions type Boeing ou Airbus que d'aller dans les compagnies aériennes. Parce que les compagnies aériennes vont être tributaires finalement d'abord des billets qu'ils ont déjà vendus et des billets qu'ils ne vendront pas pendant longtemps. Et il va y avoir un problème par rapport à ça. Mais sur le fond, à la fin, je pense qu'on va avoir le même type de vol de longue distance, que les gens vont continuer à voyager en avion. Si on part du principe que l'avion ne fonctionne plus, on peut déjà commencer par vendre Booking.com, TripAdvisor, toutes les boîtes d'hôtels, les croisières, tout s'arrête. Il faut être réaliste. On va peut-être avoir un changement comportemental au niveau des déplacements, de nos déplacements dans les prochains mois. Oui, évidemment, peut-être que cette année, on va passer nos vacances dans notre pays, en Suisse, en France, on va rester local. Et puis l'année prochaine, on fait quoi? On va reprendre les mêmes habitudes. Alors, c'est vrai qu'entre deux, dire que l'aéronautique est un secteur rentable, ce serait mentir. Clair et net. Donc, je comprends que Warren Buffett s'en sorte pour l'instant. C'est tout. Voilà, après, je ne remets pas en question ses décisions et je ne critique pas ses décisions. Je comprends la situation où il est, effectivement, au même titre que dans une période plus troublée, dans l'effondrement de la bulle Internet, certains ont dégagé tout ce qui avait lieu de toucher à Internet de près ou de loin parce qu'ils ne voulaient plus entendre parler, ils ne voulaient même plus les voir dans leur portefeuille, à tort pour certaines valeurs et puis à raison pour d'autres. Voilà. Ceux qui ont vendu Google en l'an 2000 en disant non, c'est une connerie, je ne veux plus entendre parler de ce machin. Ils peuvent se bouffer les doigts jusqu'au poignet depuis un bon moment. Mais voilà, je veux dire, il y a une logique dans ce qu'il fait. Je crois qu'il a largement d'autres
positions qui compenseront ça. Et ils ne voulaient plus s'ennuyer avec cette restructuration à venir, parce que restructuration, il y aura. Donc, ça ne correspond pas forcément à un désaveu complet du secteur par Warren Buffett, c'est plutôt que ça ne correspond pas à sa stratégie. Je crois que c'est plutôt ça, parce que moi, je ne suis pas expert en aéronautique, hein, mais je suis expert en rien, en fait, mais simplement sur la forme, sur la réaction, je me dis, mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut imaginer que l'aéronautique telle qu'on la connaît va disparaître? Va disparaître, non, mais se changer drastiquement. J'imagine pas qu'on revienne à un type d'aviation qu'on avait dans les années 70, où finalement il nous servait du champagne dans chaque vol, qu'on était nourri, logé, blanchi à bord, puis qu'on avait des sièges qui étaient larges comme ça, parce que c'était une époque où c'était réservé aux riches. J'imagine pas, j'imagine qu'il y a les gens ne vont pas se dire, bah, tiens, l'année prochaine, je vais aux États-Unis, mais je vais en bateau. Ça n'existe pas. Donc, je pense qu'on a mis les pieds dans quelque chose et on ne va pas s'en sortir comme ça, on ne va pas s'en débarrasser comme ça. C'est comme si demain on dit, oui, mais l'iPhone, il transmet le coronavirus, il faut arrêter le smartphone. Je veux dire, les gens ils vont trouver des solutions plutôt que d'arrêter le smartphone. Donc, je pense que c'est pareil. Il y a des choses qu'on a aujourd'hui, on ne va pas revenir en arrière. Peut-être que c'est un peu basique comme réflexion, et j'imagine assez mal, tout simplement. Moi, je pense qu'en investissement, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même la nature humaine qui est là et puis qui est très, très difficile à faire changer. Il y a les questions culturelles, mais il y a aussi simplement les réflexes humains de base. Et je pense que malgré toute la bonne conscience qu'on veut bien se donner, la consommation, ça reste quelque chose qui est très important pour les gens au niveau de leur statut, au niveau de leurs habitudes, au niveau de leur envie d'être reconnus. Donc, moi, je ne sais pas s'il y aura une recovery V-shape en V, mais je suis persuadé alors qu'il y aura un retour de la consommation en V. Alors, peut-être pas exactement au niveau d'avant, mais aussitôt que les portes seront ouvertes des magasins, des stations balnéaires, de tout ce qu'on veut, et que les gens auront plus peur, la consommation va Oui. reprendre très fort, je pense. Non, je pense que les habitudes de consommation, on va reprendre comme avant, mais effectivement, il faut que les gens aient plus peur. Et aujourd'hui, cette peur, elle est là, elle est encore là, mais on peut discuter pendant des heures sur la thématique du virus. À un moment donné, il va falloir l'affronter en guillemets de face. Et c'est clair que quand on voit les chiffres uniquement du coronavirus, du nombre de morts, etc., ça fait peur. Quand on regarde les chiffres finalement du nombre de morts par pays et par année, on se rend compte que finalement, il n'y a pas eu d'augmentation. Il y a le même plus ou moins, je regardais un graphique sur la Suisse l'autre jour, il y a eu un trou dans le nombre de morts sur le premier trimestre 2016 ou 2017, mais autrement, on est plus ou moins le même nombre de morts, toutes maladies confondues. On n'a pas bougé, il n'y a pas eu un spike, une hausse subite du nombre de morts, et je pense que c'est plus ou moins pareil partout. Sauf qu'aujourd'hui, on met en avant le nombre de morts du coronavirus. Moi, j'aimerais bien voir les chiffres du nombre de morts par la grippe, le cancer. Immédiatement, là, tout de suite, combien de gens sont morts du cancer depuis le début de l'année? On en dit, on ne les donne pas, on ne les a pas. Et aujourd'hui, on s'obsède sur un truc, et finalement, le nombre de morts total, eh bien, c'est le même. Donc, quelque part, ces gens sont morts du coronavirus, mais s'ils n'étaient pas morts du coronavirus, ils seraient peut-être morts du cancer, ou morts, parce que certains ont quand même ce qu'on appelle des polymorbides pathologies. Donc, je ne dis pas qu'il faut ramener la chose et minimiser les choses, mais je pense qu'à un moment donné, on va devoir ressortir et puis se dire, OK, on va faire avec. Et ceux qui doivent mourir vont mourir, et il y aura des cas dramatiques comme il y a des cas dramatiques dans toutes les maladies. Et c'est vrai, oui, mais on n'a pas envie de voir les enfants mourir du coronavirus, oui, du cancer non plus, en fait. C'est marrant. Mais simplement, on va devoir réaliser tout ça. Mais pendant, ça risque de prendre quelques mois, et pour avoir ce côté peur qui s'en va. Et alors après, accessoirement, de dire je repars en vacances à la plage au mois de juillet, quand on va sur certaines plages italiennes qui seront équipées de plexiglas et puis de bulles en plexiglas pour aller à la plage, ça motive moyen. Je préfère aller à la montagne en Suisse pour une fois dans ma vie, mais voilà. Donc je pense que oui, les gens recommenceront à consommer. Je suis d'accord avec toi, il y aura un vichet, mais plus on prendra confiance et plus on recommencera à consommer comme avant. Et il y a une phrase que j'utilise souvent dans les marchés où je dis les marchés n'apprennent rien et ils oublient tout. Et l'être humain, c'est un reflet des marchés, donc c'est exactement ça. Aujourd'hui, on a tous des théories, et puis on veut tous moins consommer, on va aller travailler en vélo, ouais, jusqu'au mois d'octobre quand il pleut, puis après on ira en voiture. C'est ça.
Ouais, j'ai encore une réflexion par rapport à la reprise justement et par rapport au risque principal dont on parlait tout à l'heure, qui est celui d'une deuxième vague. Pour moi, c'est aussi le risque le plus important que je vois aujourd'hui. On réouvre les économies et on s'aperçoit qu'on a de nouveau une augmentation exponentielle des cas de coronavirus. Et à ce moment-là, on se repose la question des confinements. Mais là, je pense que les gouvernements n'oseraient pas reconfiner comme ils l'ont fait cette fois-ci. Non, non, Euh, je pense pas. de un, parce que l'impact sur l'économie sera beaucoup trop fort, qu'on peut plus se permettre de le faire une deuxième fois. Et de deux, parce qu'on a une meilleure compréhension du virus et on commence à entrer dans des réflexions comme celle que tu viens de faire, où on se dit que peut-être le coronavirus doit devenir, entre guillemets, une maladie normale qui doit être gérée au même titre que les autres et ne peut plus se permettre de stopper la vie entière de tous les pays du monde, finalement. Tout à fait. Je pense que, bah, en fait, la réflexion, elle devrait être. Il y a pas mal de gens qui la partagent. J'ai discuté, bon, j'ai pas mal lu et pas mal discuté avec des fund managers ces derniers temps. Donc, il y a pas mal de gens qui pensent, qui ont beaucoup réfléchi sur cette thématique. Alors, je ne me présente pas comme étant un spécialiste et ces gens ne sont pas des spécialistes de la maladie, de la médecine ou de la recherche de la biologie, comme il y en a beaucoup trop qui se sont autonomés sur Facebook. Mais je crois que quelque part, aujourd'hui, on est dans une zone où certains prônent le fait qu'il faut qu'on se contamine parmi, il faut qu'on ait un taux maximum de contamination pour que tout le monde y soit, puis qu'on ait cette auto-immunité naturelle et que les choses se règlent d'elles-mêmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si les gouvernements hésitent à déconfiner, comme la France qui fait un pas en arrière, un pas en avant, et qui se pose des questions, puisque je crois qu'ils vont donner leurs instructions réelles jeudi, dans 2 jours, alors qu'on est censé sortir à partir de lundi. Donc on sent qu'ils sont quand même un peu tendus pour ne pas se planter. Je pense qu'effectivement, si tout d'un coup ça repart à la hausse, ils vont faire tout ce qu'ils pourront pour ne pas reconfiner. Pas de la même manière et pour ne pas planter l'économie à nouveau. Parce qu'effectivement, ça, par contre, je crois que si demain on nous annonce un reconfinement total, on va dire à la fin du mois de mai, là on est mort. Là, je pense que c'est pas. Là, je suis d'accord avec Edwards qui disait qu'on va se prendre 80% de correction dans la gueule. Ça, on va avoir un sacré problème. Parce que là, on ne s'en remettra pas une deuxième fois. Déjà là, il y a quand même, on n'arrive pas à mesurer, si on fait abstraction de la bourse, on n'arrive pas à mesurer le nombre de PME qui vont capoter, de restaurants qui ne repartiront jamais, de bars qui ne vont pas tenir le coup. Enfin, il y a plein de petites entreprises qui ne vont pas tenir le coup et qui vont mettre plein de gens sur le carreau et qui vont créer une automatique pauvreté qu'il va falloir gérer. Et donc ça, par rapport à ça, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne mesure pas. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, et tu as raison, on va avoir une manière différente de se comporter s'il y a redémarrage. Maintenant, on a une chance, c'est qu'apparemment, ce virus ne supporte pas trop les températures chaudes. Donc si on repart heureusement en direction de l'été, et donc ça pourrait peut-être bien calmer les choses et nous permettre de repartir de manière à peu près normale. Mais on voit, il y a des pays comme la Suède qui s'en sortent relativement bien avec cette problématique, en n'ayant jamais confiné, et finalement ils s'en sortent. Donc c'est juste une question finalement, je ne veux pas en dire d'habitude, mais je veux dire, il va falloir vivre avec ça. Et in fine, d'accord, ce n'est pas une grosse grippe, ok, on l'a dit au début, mais c'était une erreur. Mais par contre, il va peut-être falloir apprendre à vivre avec, c'est tout. Peut-être que les masques feront partie de notre quotidien pendant plus longtemps que prévu, qu'il va falloir changer certaines habitudes pour pouvoir réapprendre à vivre normalement, mais une fois qu'on aura pris ces habitudes, on prendra les mêmes travers qu'à l'époque. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense que les gouvernements aujourd'hui ne peuvent plus se permettre de nous remettre dedans et de nous confiner. On va terminer là-dessus. Merci infiniment pour tout le temps consacré. Je crois qu'on a fait plus d'1 heure de discussion. Ouais, j'espère que la prochaine fois qu'on discute, ce sera en live, de nouveau dans les Oui, avec 2 mètres d'écart. Avec 2 mètres d'écart et j'espère pas des masques. Donc, d'ici là, je te souhaite une bonne suite de fin de confinement. Toi aussi, pareil. Et pareil à tous les auditeurs. Merci.